l'humain, c'est la première considération. On n'est pas juste des financiers. C'est l'humain qui fait toute la différence. Puis l'humain, c'est lui qui va dicter, justement, tu parles de meilleur monde, bien, notre planète, il faut y faire attention. Il faut faire attention, les gens autour de nous, à les décisions qu'on prend, à la façon qu'on fait évoluer nos organisations, bien, ça a un impact social. Donc, comme je disais, nous, notre objectif, c'est l'humain, c'est supporter nos entrepreneurs, c'est s'assurer qu'on les supporte avec les ressources financières, les bons conseils pour permettre à l'organisation de prendre de l'expansion. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Bougie, président de l'entreprise partenaire DNA. Toujours avec moi à mes côtés, mon associé et mon co-animateur, Normand Chadwick. Normand et moi, mon nom est Tristan Laliberté, on est tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines, puis on donne des conseils financiers à des gens d'affaires comme Jean-Marc. Jean-Marc, merci d'avoir trouvé le temps de venir nous voir à nos studios. Avec plaisir. Tu es notre deuxième rencontre de l'année 2025, qu'on dirait déjà que ça fait longtemps que c'est bien engagé, bien démarré, tout ça. Alors, on imagine que tu es bien occupé avec le genre de rôle que tu as. Jean-Marc, on va faire un peu ta bio. J'ai envie de dire qu'on se connaît quand même depuis, d'après moi, une vingtaine d'années, pas loin d'eux. On s'est connus à l'époque, quelque chose comme ça. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Et puis, à l'époque, tu étais dans le monde du investment banking chez RBC Capital Markets, où tu es resté quand même plusieurs années avant de faire un passage dans un gros holding familial, passage dans lequel tu es resté une bonne dizaine d'années. Puis, c'est l'année passée que tu t'es joint à l'aventure de DNA. DNA qui a été fondé par Daniel Labrec. C'est bien ça. En association avec son fils Alexandre, si je ne m'abuse. C'est Alexis. Alexis, c'est ça. Donc. Qui était du côté conseil, c'est bien ça, il y a 15 ans. Exact. Ils nous ont dit que dans le fond, c'est un petit fait cocasse qui m'avait fait sourire, que finalement DNA, évidemment, ça veut dire ADN, mais ça voulait aussi dire Alexis et Daniel. Fait que ça a parti comme ça. DNA, vous investissez dans des entreprises, tu as appelé ça, disons, les entreprises allant de 5 millions BAYA à 20 millions BAYA. Vous êtes un fonds d'investissement privé, des partenaires d'équité, comme on dit dans notre jargon, mais avec vraiment une approche très partenariale. C'est vraiment ça qui vous distingue. Au moment où on se parle, ou en tout cas, aux dernières nouvelles de ce que tu m'avais dit, vous aviez 6 entreprises en portefeuille. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir vu toutes ces personnes-là lors de votre anniversaire l'année passée. Alors, écoute, première question, Jean-Marc, comment ton passage, disons, tout ton parcours partant de RBC Capital Markets, passant par le gros holding familial, comment tout ça converge et t'amène dans le poste de leadership? Qu'est-ce que tu as appris dans ces années-là qui te permet d'avoir la présidence aujourd'hui d'une telle entreprise? Bien, merci, Tristan. Écoute, pour faire justement le topo, si on regarde de mon passé, comme tu as mentionné, j'ai commencé ma carrière chez RBC Marché des Capitaux du côté finance corporative, l'investment banking. Et j'ai toujours su que je voulais rentrer dans le capital d'investissement, soit le private equity. Et puis, en rentrant à la banque, une des premières questions que j'avais posées dans le temps, c'est pourquoi est-ce que la Banque Royale n'avait pas un fonds de capital d'investissement comparé à bien des autres banques qui en avaient un depuis bien des années. Puis, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il n'y avait personne à l'interne qui, justement, voulait être le sponsor puis le faire. Moi, je suis rentré chez RBC Marché des Capitaux après avoir fait un premier cycle universitaire en finance. Puis, j'ai passé 2 ans chez RBC Marché des Capitaux. Je suis retourné faire ma maîtrise. Puis, c'était donné qu'en graduant ma maîtrise, la banque se trouvait à avoir décidé de partir un fonds de private equity. Donc, on avait 500 millions qui avaient été alloués au fonds, qui était un très gros fonds, surtout, on parle de 97 comme tel. Puis pendant 4 ans, c'est ce que j'ai fait. Puis pour moi, c'était vraiment une question c'est la passion de travailler avec les entrepreneurs, avec les équipes de direction. Puis la grosse différence, on dira, entre le conseil et l'investissement, mais le conseil, tu donnes des conseils, tu espères que c'est les bons conseils, mais tu n'as pas besoin de vivre avec. Versus l'investissement, tu
te faire une tête, puis après ça, comme on dit, you put your money where your mouth is. Où est-ce que tu écris un chèque, puis ça a toujours été que, personnellement, bon, mais on est investi temps, argent et en temps comme tel. Donc, tu dois vivre avec tes décisions. Puis, si tu as pris une mauvaise décision, ben, tu dois régler le problème, puis être investi pleinement. C'est une autre dynamique. Puis, c'est pas tout le monde du côté conseil qui sont prêts à faire ce saut-là. C'est une autre dynamique, mais il faut être confortable à le faire comme tel. Donc, pour moi, c'était toujours inné en moi de mon côté entrepreneurial, il faut croire, que j'ai fait ça pendant 4 ans. J'étais à Toronto. J'avais eu auparavant la chance de travailler tant à Montréal qu'à Londres, en Grande-Bretagne. Mais à Toronto, justement, j'avais intégré le fonds d'investissement privé de la banque. Malheureusement, la banque était tard à rentrer dans le secteur et se rendait compte que ça causait probablement plus de conflits d'intérêts qu'autre chose, puis qu'ils ne pouvaient pas leverager leur capital de la même façon qu'ils auraient voulu en vendant essentiellement les autres produits de la banque. Donc, ils ont pris la décision en 2001 justement de fermer le groupe pour prendre ce capital-là puis l'investir dans différents fonds, qui était la bonne décision pour la banque. C'est là que je suis retourné du côté conseil. Je suis revenu à Montréal, où est-ce que là, j'ai eu la chance de travailler avec des entrepreneurs extraordinaires qui avaient cette passion de grandir leur société. Puis j'ai des clients fantastiques que j'avisais. Tant du côté de levée de capital, du côté fusion-acquisition. Puis c'est là que justement j'avais ce désir de retourner un jour. Puis c'est en 2010 que j'ai eu la chance où est-ce qu'un de mes clients qui était un individu fortuné qui avait fait sa fortune dans le développement immobilier à Vancouver, qui recherchait un partenaire pour faire croître son holding personnel. C'est là que je suis devenu PDG de ce qui est devenu The Hillcore Group. Donc, en 2010, lorsque je me suis joint à l'organisation, on parlait d'une valeur d'entreprise de quelques centaines de millions. Et puis, 11 ans plus tard, lorsque j'ai quitté, c'était rendu en haut de 4,5 milliards. Donc, on a vraiment fait une diversification, l'acquisition de sociétés. Puis, pour moi, c'est là que ma vraie passion, justement, est ressortie. C'est de travailler avec des équipes de direction, les aider en les appuyant, en les challengeant, en leur donnant accès, tant du côté le capital en argent, mais capital humain, pour s'assurer de développer les organisations puis créer des leaders comme tels. Donc, c'est vraiment cette passion-là qui a été développée. Donc, j'ai toujours su que c'était vraiment vers ça que je voulais m'en aller. Donc, pour moi, avoir fait le saut l'an dernier pour devenir PDG de Partenaire DNA, qui est un fonds d'investissement privé ici au Québec, c'était un naturel. C'était justement dans la même lignée de continuer de travailler avec les entrepreneurs, puis les aider à réaliser leurs rêves. Ce que je trouve intéressant, entre autres, puis bon, le podcast est écouté par des entrepreneurs un peu de tout acabit là, au Québec, mais tu sais, vous vous positionnez à un endroit où est-ce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont des questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, dans l'histoire d'une entreprise qui grandit, ben il y a de l'investissement requis, puis à un moment donné, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont nés avec, disons, un père avant eux qui leur a laissé 50 millions à investir. D'habitude, c'est pas le cas. Fait qu'éventuellement ou un autre, toute PME qui veut passer d'adolescent à adulte a besoin pas juste de financement, mais vraiment d'équité. Fait que j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Premièrement, parlons, disons, de votre marché à vous, puis on s'ajustera en cours de route. Vous, votre marché que vous cherchez, donc le partenaire idéal dans lequel vous voulez rentrer avec vos capitaux et vos humains, parce que tu l'as bien dit. Décris-le-nous un peu, là, cette business-là là, qui fait partie de vos critères, qui a fait les 6 qui sont là. Tout à fait. Puis peut-être ça vaut la peine justement de parler un peu de l'historique de Partenaire DNA, la genèse du projet. Parce que c'est mon partenaire, Daniel Labrec, qui était le fondateur de DNA Capital, la firme de conseil comme telle,
qui, lui, au début de la pandémie, regardait ça aller, puis disait, écoute, ça n'a pas d'allure. C'est sûr qu'on va perdre certains de nos joyaux québécois pour X raisons à cause de la pandémie. Bon, il va y avoir des lacunes, des enjeux financiers, puis ce serait dommage de les perdre. Ça, c'est avant, naturellement, que les gouvernements sortent avec des programmes de soutien importants financiers. Mais c'est là qui est allé voir le ministère de l'Économie au Québec, puis il a dit, écoutez, voici notre plan. On veut supporter nos entrepreneurs québécois. Est-ce que vous pouvez nous supporter? Puis le gouvernement a dit, nous sommes présents, on est là pour ça. Puis c'est là qu'ils ont décidé de dire, bon, OK, la formule était simple. Ils dit, bon, ben, chaque dollar qu'on va allouer au fonds, vous devez le matcher avec des investisseurs indépendants. Donc, aujourd'hui, on se trouve à avoir un fonds de 130 millions. 65 viennent du gouvernement du Québec et le reste vient de 60 différents investisseurs. On a 2 institutions financières, soit Desjardins et CIBC, et le reste, c'est des entrepreneurs comme tels qui ont cru au projet, qui ont écrit des chèques là, de différentes envergures, mais pour s'assurer justement de supporter nos entrepreneurs québécois. Donc, au début, c'était vraiment beaucoup plus, ça se voulait de regarder des situations qui étaient plus des sociétés en difficulté financière, puis dire comment est-ce qu'on les supporte, tant du côté en capital. En même temps que le fonds a été formé, on a 7 aviseurs qui sont soit des entrepreneurs ou des PDG, soit encore en poste ou à la retraite, qui avaient à cœur justement cette même mission que nous autres là. Donc, pour nous, c'était important de créer cet écosystème-là pour s'assurer de dire, bon, bien, écoutez, c'est pas juste le capital. Puis surtout, c'est là tu me poses la question par rapport à notre créneau de marché. Mais notre créneau de marché, c'est la petite moyenne entreprise, comme nous, on va la définir, qui est, on n'est pas dans le capital de risque, donc on n'est pas là pour supporter le démarrage d'entreprise, on est là pour supporter la prochaine étape de croissance, principalement de sociétés qui ont démontré qu'ils ont vraiment d'attraction, qui ont un succès commercial déjà. C'est juste dire comment est-ce qu'on les amène au prochain niveau. C'est sur là-dessus qu'on est vraiment focusé. Donc, on recherche des sociétés qui vont avoir un BAIA qui va être de l'ordre de 5 à 20 millions. Naturellement, de ce côté-là, ce n'est pas des entreprises qui, on va avoir déjà une structure organisationnelle qui est nécessairement des plus développées. C'est habituellement un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs, soit première génération ou ça peut être deuxième génération également, qui justement ont parti une entreprise et qui l'ont déjà amené à ce niveau-là. Tu sais, naturellement, on parle d'entreprises qui peuvent avoir un chiffre d'affaires frôlant les 100 millions ou 20 millions, peu importe c'est quoi la marge qu'ils génèrent. Donc, c'est quand même des entreprises d'envergure. Mais ce qu'on a rapidement décelé, c'est que ce qu'ils ont besoin pour passer vraiment à ce prochain niveau-là, c'est pas juste du capital. Capital, c'est une chose. Puis, on est chanceux au Québec. On a énormément de différents fonds qui sont là pour supporter nos entrepreneurs. Puis ça, c'est fantastique. Puis je pense que c'est un atout qu'on a au Québec. Et je pense que l'écosystème de capital d'investissement est bien développé au Québec. C'est une très bonne chose. Parce qu'on a la chance au Québec, je dirais, d'avoir une pépinière d'entrepreneurs. Effectivement. Mais ce qu'il faut s'assurer, c'est de les supporter pour pas que ces entreprises-là soient juste vendues rapidement à l'étranger ou autre. Puis il faut donner une chance aux coureurs. Puis donner une chance aux coureurs, c'est pas juste dire, bon, tu as besoin de capital, ben voici un chèque. Comme je disais, dans cette strate que nous, on focus dessus, on se rend compte que c'est des gens qui, bien souvent, ils se disent, bon, mais OK, j'ai comme un plafond opérationnel où est-ce que déjà, c'est fantastique que j'ai amené mon entreprise à ce niveau-là. Mais là, certains vont même avoir le syndrome de l'imposteur qui dit, comment est-ce que j'ai réussi à me rendre jusque-là? Mais c'est parce que, oui, des bons réflexes se sont entourés des bonnes personnes, mais là, c'est comment est-ce qu'on fait pour briser ce plafond de verre-là
pour leur permettre d'avoir cette croissance accrue-là. Puis c'est là que nous, on se différencie dans le marché, où est-ce que nous, oui, on va amener le capital, mais plus important pour nous, c'est le capital humain qu'on va amener. Où est-ce qu'on va, nous, on va se retrousser les manches, puis on va être très actif dans les opérations. On n'est pas là pour la gérer, soyons clairs. Là. On n'est pas là pour prendre le contrôle, pour gérer l'entreprise. On est là pour les supporter, puis s'assurer qu'on va les encadrer comme il faut, avec les bonnes ressources, que ce soit du côté des ventes, que ce soit des opérations, du supply chain, du côté financier, mettre des dashboards. Pour nous, c'est vraiment comme tout le monde qui me connaisse savent que je suis toujours après à revenir avec le même discours. C'est processus, processus, processus. On ne peut pas grandir si on n'est pas les processus qui sont en place, qu'on n'est pas structuré pour s'assurer de bien comprendre nos opérations, puis qu'on est capable de gérer une croissance avec des processus établis qui s'assurent qu'on n'a pas d'embûches. Donc, c'est là qu'on est là pour vraiment les appuyer. Puis, on a la chance d'avoir des partenaires au sein de partenaires DNA qui ont cette expertise-là. Opérationnel, on n'est pas juste des financiers, on a géré des sociétés, on a fait grandir différentes organisations, mais également, on a un réseau dans lequel on va piger pour dire, bon, ben, OK, tu as besoin de telle expertise, que ce soit supply chain, que ce soit du côté des ventes, ben, on va te faire rencontrer telle personne. C'est comme ça qu'on est capable d'accélérer notre processus, puis de faire bénéficier les sociétés en portefeuille de ces expertises-là. Pour nous, c'est ça qui fait la différence. Mm-hmm. Parce que la plus grosse entreprise sont déjà probablement plus structurées. Nous, on est là pour vraiment être impliqués, pour s'assurer qu'on peut créer le leader de demain, puis la plus grande entreprise. Qui va identifier ce fameux plafond-là que tu décris? C'est l'entrepreneur, c'est votre équipe? Et puis, à partir du moment... Et souvent, il est lié au processus ou il y a un paquet d'autres facteurs qui peuvent arriver? C'est une très bonne question. Écoute, pour nous, comme toute chose, c'est une question de communication. On se trouve à avoir un fonds qui est limité. Donc, il faut choisir les sociétés qu'on va supporter. Puis, c'est d'avoir le dialogue. Oui, nous, on peut identifier qu'il y a peut-être un plafond, mais la réalité, bien souvent, l'entrepreneur le sait. Instinctivement. Ouais. Il est arrivé à un certain niveau, puis il dit, écoute, je ne sais pas par où m'y prendre pour passer de 50 millions de chiffre d'affaires à 100 millions de chiffre d'affaires. J'ai des idées, mais je me questionne. Est-ce que je suis prêt à faire le saut? Puis dans certains cas également, les grands enjeux qu'on a, on parle de reprenariat beaucoup, tu te trouves à avoir un entrepreneur qui a bâti sa business, il y a peut-être une équipe de direction qui est là. Lui, son niveau de risque, lorsqu'il était plus jeune, il était beaucoup plus élevé. Il était prêt à prendre des chances. Là, il se dit, je ne suis pas sûr que je suis prêt à prendre des chances. Donc, c'est là que nous, on va rentrer, puis soit qu'on va prendre le contrôle ou une participation minoritaire ou autre, puis on va travailler avec l'équipe de direction. Lui, le propriétaire va avoir sorti de ses billes, il est plus confortable, il dit, OK, parfait, là, ma tolérance au risque vient de changer, puis let's go, on est là pour vraiment faire croire l'organisation. Puis on a dans certains investissements, là, si on en parle plus, je pourrais vous parler justement de certains exemples. C'est carrément ça. Puis quels sont le genre de démarches qu'on a faites en peu de temps pour justement aider à la transformation de l'organisation, pour essentiellement y accrocher des ailes puis dire « let's go ». On travaille ensemble pour envale-toi, là. Ben moi, j'aimerais ça qu'on en parle d'un exemple que tu pourras nous donner, mais moi, ce que je retiens, tu sais, j'aime l'idée que tu dis, écoute, j'ai pris des risques toute ma vie, puis là, la prochaine étape va demander que je remette encore toutes mes billes au bat. Ça me tente peut-être pas. Fait qu'en quelque part, vous venez dérisquer potentiellement. Vous amenez des ressources de capitaux qui vont faciliter, bien sûr. Évidemment, cash is king, comme on dit tout le temps. Maintenant, vous avez une équipe chevronnée qui va amener des idées que, ben moi, tout seul, comme entrepreneur, j'aurais pas. Alors, donne-nous un exemple, disons, qui atteint ces cibles-là là, dans ce que vous avez vécu, qui illustre bien. Tout à fait. Ben,
Bon, on a 6 sociétés en portefeuille. Ils ont tous un profil différent. Mais je vais vous parler d'une transaction qu'on a faite, un partenariat qu'on a fait au mois d'avril dernier, en 2024, qui est Serco Câble. Serco Câble était une société, bon, ce que l'entreprise fait, sont distributeurs de câbles, principalement domotiques et de gros câbles à 2 heures au feu. Entre autres, un de nos très gros clients dans les dernières années, c'était le REM pour tous leurs câbles 2 heures au feu pour alimenter, entre autres, dans le tunnel, les gros ventilateurs dans le cas de feu pour s'assurer que toute la fumée, on peut le sortir. C'est un contrat de plusieurs dizaines de millions. Donc, c'est une très belle société. Dan Gauthier qui avait bâti, que lui, c'était du reprenariat. Il avait acheté l'entreprise il y a plus de 20 ans, qui était beaucoup plus petite, puis il l'avait développée. Était devenu chef de file au Québec. Puis, se trouvait à avoir également un pôle à Toronto. Donc, couvrait le Québec maritime jusqu'à un certain point et l'Ontario. Il avait embauché il y a 5 ans un directeur général qui, dans sa tête, déjà, là, je dirais que lui, dans son cas, il avait planifié la relève, qui était fantastique. Puis une nouvelle vice-présidente finance pour vraiment penser à cette croissance future-là. Là, son directeur général, ben lui, il avait de l'ambition, puis il voulait de la croissance. Puis il disait, bon, ben c'est beau, on se trouve à être au Québec, en Ontario, on devrait avoir une plateforme nationale, on devrait ouvrir à Vancouver. Il y avait des initiatives qu'il voulait faire. Donc, dans ce cas-ci, c'était un processus qui était géré par une firme de fusion-acquisition. Puis nous, on a connecté avec les entrepreneurs. J'ai énormément de fierté si on regarde les transactions qu'on fait, puis que ce soit du direct ou que ce soit dans un processus, on pose la question par après, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu faire une transaction avec nous? C'était juste parce qu'on a mis plus d'argent sur la table ou autre? Puis ils sont toujours unanimes à dire non, pour nous, c'était les humains. Puis pour nous, c'est très important. On veut passer beaucoup de temps à comprendre les humains parce que c'est... Tu sais, veux pas, bien du monde me regarde et me dit « Toi, tu es un financier, Jean-Marc. C'est ça que tu as fait toute ta vie. Puis là, tu gères un fonds d'investissement. » Mais ils sont toujours surpris lorsque je leur dis que probablement 80 à 90 de ma job aujourd'hui, c'est une job de ressources humaines. Job de ressources humaines, de comprendre les individus avec qui on travaille, de monter des équipes, de supporter ces équipes-là, parce que c'est ça qui fait la différence. Soyons clairs, les affaires, c'est pas juste des chiffres, c'est principalement des relations humaines. Tant du côté de la vente, comme vous le savez très bien, c'est ça que vous faites, que du côté des opérations, et ainsi de suite, puis à l'interne. Donc, pour nous, c'est ça qui est tellement important. Donc, on veut connecter avec nos entrepreneurs. Puis si on ne connecte pas, bien, on passe à un autre appel. Puis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais ils vont peut-être avoir des acomptes crochus avec d'autres. Nous, on veut, parce que veut pas, nous, on ne fait pas juste investir. Tu sais, notre nom, si on dit, c'est partenaire DNA. On est partenaire d'abord et avant tout avec nos entrepreneurs. Puis on est là, pas juste de façon transitoire, juste transactionnelle. On est là pour 5 à 7 ans avec eux autres. Donc, c'est super important pour nous que le fit soit là. Que pour revenir à l'exemple plus spécifique que tu me demandais, dans ce cas-ci, justement, Dan Gauthier, qui était le propriétaire, lui se disait, bon, mais qu'est-ce qu'il lui a donné? Tu sais, il avait 60 ans. Puis, il aurait pu continuer comme bien d'autres entrepreneurs ont fait plus longtemps. Mais là, il disait, écoute, justement, ma tolérance pour le risque n'est pas le même. Puis là, j'ai un directeur général qui est... Il a faim, il a le goût. Là. Justement, c'est le cheval là, qu'on le retient, là, puis il est prêt à courir. Là. Mais que là, il a dit, bon, je suis prêt pour le faire. Dans ce cas-ci, on a fait une transaction où est-ce qu'on a acheté 70 de l'organisation. Le propriétaire, vendant, a gardé une participation
importante. Puis, l'autre directeur général, qui est depuis devenu le PDG, a également une participation. Donc, dans ce cas-ci, le propriétaire sortant, mais lui, il a repris pas mal de billes, puis là, dérisqué, mais gardé une participation dans l'organisation, puis il siège toujours sur le conseil, puis c'est fantastique de l'avoir là pour avoir les perspectives, puis veux pas. C'est un expert du secteur. Oui. On n'a pas la science infuse. On se dit jamais d'avoir la science infuse. Nous, on est là pour avoir les meilleurs conseils, s'entourer des bonnes personnes, puis avoir des discussions. Puis, très rapidement, justement, on a écouté le PDG, puis on a dit, le nouveau PDG, puis dire, bon, mais OK, quelles sont tes priorités? Puis on s'est tout de suite assis pour déligner toutes les priorités pour l'organisation. Puis comme de fait, justement, bon, une expansion pan-canadienne, c'était en haut de la liste de priorités. Donc, clôturer la transaction au mois d'avril, cet été, on ouvrait déjà une succursale à Vancouver pour justement aller développer cette plateforme-là qui est pan-canadienne. Ils avaient des enjeux avec leur filiale ou la succursale en Ontario. Est-ce qu'elle n'avait pas le volume d'affaires qu'elle aurait dû l'avoir? Et puis, on a parlé beaucoup, justement, le DG, historiquement, il passait une semaine sur 2 à Toronto, mais naturellement, il arrivait là-bas. Il était comme parfait, je vais parler à mes vendeurs, puis je vais les énergiser, puis on s'en va, mais naturellement, la journée qui repart, ben là, si le momentum, il tombe. Ce qui faisait que le potentiel n'était pas pleinement exploité. Puis pour nous, on écoutait ça, puis on se dit, bon, c'est clair, là, ce qui manque, c'est une personne dédiée à un haut niveau qu'on va engager. Puis, était comme, ben c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Parce qu'il regardait, en fait, les discussions originales, c'était d'engager un vice-président en vente basé au Québec, parce que c'est là qu'il y avait le plus gros volume d'affaires. On a dit, non, tu commences par l'Ontario, parce qu'on veut vraiment développer ce secteur-là. Puis, nous, on était là pour challenger le statu quo, puis amener des idées nouvelles. Puis tout de suite, c'est ça qu'on a commencé à faire cette embauche-là. Puis là, on est en processus de, justement, on a engagé plusieurs nouveaux vendeurs techniques à Toronto pour, justement, donner une nouvelle vie à ce groupe-là. On est tout après revoir des processus, challenger, où est-ce que tout le côté même de la façon que nos vendeurs travaillent, ce qu'on appelle du nurturing et du harvesting. C'est d'avoir du monde qui sont là pour des hunters ou des gatherers, qui est la notion pour les vendeurs. Donc, est-ce que tu passes ton temps à aller chercher un nouveau client ou est-ce que tu développes tes clients existants? Puis comment est-ce que tu le fais? C'est-tu la même personne qui le fait ou tu as différentes équipes? Puis comment fais-tu pour, justement, c'est très clair que trouver un nouveau client est toujours plus difficile et plus dispendieux que d'augmenter ton livre d'affaires avec un client existant. Donc, quelles sont les stratégies que tu as pour, justement, s'assurer d'augmenter la part de marché que tu vas avoir chez un client donné? C'est s'asseoir avec eux autres, c'est quoi les touch points, qu'est-ce qu'ils sont vraiment au courant de comment est-ce que ta ligne de produits que tu vas avoir a évolué, et ainsi de suite. Mais c'est toutes des questions fondamentales qui, des fois, quand tu es pris au jour le jour dans ta gestion, ben, tu ne peux pas prendre le temps de recul puis vraiment le décortiquer puis voir ce qu'il en est. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait. Puis ça, on se rend compte que là, justement, il y a un potentiel énorme d'aller augmenter les parts de marché avec certains clients, chose que on ne passait pas assez de temps historiquement à faire. Que c'est des équipes qui sont extraordinaires, qui sont dévouées, qui ont une connaissance incroyable de leur industrie. C'est ça qui a fait leur force. Mais nous, c'est juste dynamiser ça davantage, puis voir ce qu'il y en est. Puis déjà, comme je dis, c'est cet été, là, on est rendu en janvier. On a déjà des exemples concrets qui démontrent que ces démarches-là, bon, ils portent fruit. Que ce ne serait, comme on est distributeur, ben nous,
c'est représenter différentes lignes. Ben, il y a un certain manufacturier qui, étant donné qu'on était devenu pan-canadien, sont venus nous voir, puis on a dit, ben, écoutez, on a cette ligne de produits-là qui était dans nos niches, en disant, ben, nous, on a une force de vente en interne, mais on croit que ce serait préférable de vous transférer la ligne. Vous allez à mieux nous représenter que notre propre force de vente. Chose que c'était inconcevable il y a 12 mois. Puis, on a énormément de succès avec cette ligne-là. Puis même que le client avait déjà un certain book of business comme tel qui nous transférait carrément. C'est un win-win-win. Tout le monde y gagne. Puis nous, ça renforçait un de nos créneaux. Donc, c'est fantastique de voir ça. Mais pour nous, c'est vraiment prendre le temps de prendre du recul, puis regarder l'entreprise, écouter l'équipe de direction, puis leur dire, ben OK, c'est quoi les avenues de croissance? Puis comment est-ce qu'on priorise? Puis, naturellement, également, puis on pourra en parler davantage si tu veux, c'est quoi les freins au sein d'une organisation pour une évolution? Bien souvent, c'est la gestion de changement. Puis c'est quoi les trucs pour justement t'assurer que le changement peut passer puis créer le momentum au sein de l'organisation. Donc, pour nous, on est très systématique de la façon qu'on y va pour s'assurer que ce changement-là, au sein de l'organisation, il soit adopté. Sans quoi, tu as beau avoir des bonnes intentions, il n'y a rien qui arrive. Que c'est très critique de ce côté-là. Je pense que tu décris très bien la mentalité en général de l'entrepreneur, comme tu dis, qui a réussi jusqu'à un certain point, tellement pris dans ses opérations qu'il ne prend pas le temps de se poser ces questions-là. Puis moi, je voulais te poser la question, c'est quoi les problèmes les plus communs? Tu l'as phrasé d'une autre façon, mais l'entrepreneur demain matin qui réalise ça, comme on disait tantôt, qui a l'instinct, il n'y a peut-être pas toujours un partenaire DNA là, dans son équipe. Qu'est-ce qu'il fait? Où il va voir? À qui il pose les questions, lui, pour se faire aider? Écoute, il y a différentes ressources qui existent. Entre autres, un groupe comme le YPO. Le YPO, je connais plusieurs PDG qui trouvent ça extraordinaire. Puis en fait, au Québec, le YPO a un des chapitres les plus actifs au monde. Pourquoi? Fort probablement parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs ici. Puis, c'est ce que tu veux, c'est te joindre un chapitre qui est très actif. Tu veux pas, l'objectif en tout temps, c'est de s'entourer de personnes qui ont des points de vue divers, qui sont capables de nous challenger, nous faire voir les choses différemment, qui peuvent nous faire part de leur expérience. C'est de même qu'on va grandir. C'est dans toutes les sphères de la vie. Là. Si on est toujours pris avec juste notre chaîne de référence, puis c'est une vision d'entonnoir, on va manquer bien des opportunités. Qu'un groupe comme le YPO ou d'autres groupes, que ce soit des chambres de commerce, où est-ce qu'on peut échanger. Ce que moi, j'encouragerais les entrepreneurs, c'est de s'entourer de personnes, puis d'être ouvert à en parler. En fait, j'écoutais hier un podcast qui parlait de quelque chose, je dirais, qui est complètement différent, mais si on parle de juste du côté psychologique ou autre, les hommes ont plus de difficultés à les consulter, puis de faire part de s'ouvrir comme tel, puis faire part de leurs sentiments, ainsi de suite, qu'une femme. Mais la réalité, c'est ça. Mais si c'est la même chose que l'entrepreneur, s'il ne s'ouvre pas, puis il n'en parle pas, il ne peut pas s'aider. Que c'est de la psychologie jusqu'à un certain point. Mais c'est important parce que ce qu'un entrepreneur vit aujourd'hui, les difficultés qu'il vit aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, alors qu'on est après à enregistrer ce podcast-ci, Donald Trump vient d'être officiellement assermenté comme 47e président des États-Unis. Puis là, on a encore la crainte des tarifs de 25 donc ils ont parlé. Puis on va savoir dans les prochains jours si oui ou non,
il va passer à l'acte puis mettre ça. Puis, il y a bien des entrepreneurs qui exportent beaucoup, qui sont probablement terrifiés à savoir, bon, mais quel va être l'impact sur ma business? C'est quoi mon move le lendemain matin? C'est quoi mon move le lendemain matin? Puis la même chose, ben, le Canada qui va dire, ben OK, tu mets des tarifs, ben moi, je vais faire la même chose. Que les entrants, si ça vient de l'extérieur pour sa business, peut être impacté, et ainsi de suite. Mais là, il y a deux façons de gérer ça. Soit de garder à l'intérieur de soi, puis s'en créer un ulcère, puis on dira que c'est la gestion du stress, puis il y a une raison pourquoi le cancer est si important, puis ça, c'est un autre sujet complètement, mais ça ne sert à rien de garder ça à l'intérieur là. Il faut en parler, puis en discuter, puis trouver des stratégies, puis se dire, bon, mais OK, quels sont les autres marchés que je peux aller? C'est-tu le temps d'aller voir un autre marché? Ainsi de suite. Mais c'est à parler avec des gens qui sont déjà passés à travers. Tu sais, c'est pas la dernière fois que des tarifs vont arriver et vont avoir un impact sur une business, sur une industrie, mais c'est comment est-ce qu'on gère. Puis, c'est pas tout le monde qui sont passés à travers. Mais ceux qui sont passés à travers peuvent nous aider, nous guider, puis nous mettre sur des pistes. Ah, je n'avais pas pensé. On peut faire telle chose, telle chose. Tu sais, c'est là que d'avoir ce réseau-là à qui on peut avoir des confiances, ben, c'est une valeur incroyable. Que ce soit justement de se bâtir ce réseau-là ou d'avoir un partenaire au sein de l'organisation, comme un partenaire DNA, qui a ce réseau-là et qui a cette expérience-là, qui va être là pour les appuyer et les supporter. Dans nos podcasts précédents, on a parlé beaucoup d'innovation, hein, le fait que les gens au Québec, des fois, investissent pas assez au niveau de développement de nouvelles solutions, de nouvelles technologies, etc. Dans notre rencontre pré-entrevue, tout à l'heure, tu as parlé de productivité. Tu peux nous parler un peu justement de l'écart de productivité entre ce qu'on observe ici et ailleurs dans le marché? Écoute, c'est une préoccupation très importante chez nous. C'est la réalité. Si tu regardes les partenaires chez nous, on fait ce qu'on fait parce qu'on est passionné de supporter les entrepreneurs. On passe beaucoup de temps à comprendre les tendances macroéconomiques, ainsi de suite. Puis l'enjeu de la productivité est un enjeu majeur auquel on fait face au Québec, au Canada, où est-ce que l'écart de productivité, malheureusement, dans les 10 dernières années, est grandissant. Pendant une longue période de temps, on était pas mal sur la même ligne que les États-Unis. Disons qu'il n'y avait pas un lag très important. Mais les 10 dernières années, si on regarde des graphiques, là, c'est un écart important. Qu'est-ce qui a causé ça? Bien, c'est que veut pas, la productivité, c'est le sous-investissement. Sous-investissement dans nos industries. Puis, bien du monde vont dire, bon, sous-investissement dans une industrie, ça veut dire qu'on ne s'est pas robotisé ou on n'a pas acheté une nouvelle machine ou quoi que ce soit. Oui, ça, c'est clairement une partie de la productivité, mais ça va également du côté de la formation de nos gens, qui est tellement important, de regarder nos processus de façon d'être avec un œil avisé pour comprendre comment est-ce qu'on peut simplifier, qu'on peut accélérer les choses. Donc, oui, pour nous, c'est critique. À chaque fois qu'on va faire un investissement, on va regarder ensuite, bon, mais comment est-ce qu'on peut optimiser nos processus? Bien des gens me regardent, puis je suis obsédé, c'est processus. C'est la seule façon de s'assurer qu'on peut grandir, puis qu'on peut bien comprendre comment est-ce qu'on peut mieux gérer, puis d'avoir du succès. Mais du côté de la productivité, c'est regarder les différents processus qu'on a, comment est-ce qu'on peut les optimiser, qu'on peut les améliorer, et on veut utiliser comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie également, tant des meilleures machines, de la robotisation ou autre, et maintenant, la réalité, l'intelligence artificielle, c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire. Et puis, de ce côté-là, il faut faire bien attention que si on n'embarque pas, puis c'est pas comme un buzzword
la réalité, c'est que ce que ça peut fournir à une organisation comme amélioration en productivité est énorme. Puis c'est pas juste d'avoir un abonnement pro de ChatGPT, puis poser des questions, peux-tu améliorer ce texte-ci, ce courriel-là que je vais envoyer à mon fournisseur ou à mon client? Mais c'est regarder vraiment comment est-ce qu'on peut regarder puis introduire l'intelligence artificielle du point de vue des processus. Puis pour moi, c'est pas une question de dire, très dernièrement, on avait des headlines dans la presse même qui disaient que l'intelligence artificielle était pour enlever des centaines de milliers de bons emplois, puis c'est assez atroce. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer ces emplois-là, peut optimiser pour que l'organisation peut grandir. C'est pas une question d'enlever des emplois, c'est d'améliorer davantage ce qu'on fait et puis d'offrir un service beaucoup plus personnalisé qui est beaucoup plus rapide et qui est de meilleure qualité. Donc, la productivité, c'est pas d'hier. Il faut l'adresser, il faut investir, puis il faut s'assurer que nos gouvernements sont là pour supporter les entrepreneurs. Puis moi, je vois toujours de bon augure lorsque les gouvernements annoncent des programmes, que ce soit de subventions ou autres, pour justement inciter nos entreprises à investir dans eux autres mêmes. Ça, c'est un bon investissement parce que c'est ça qui va donner des retombées. Sans quoi, c'est clair que si on regarde une entreprise qui est locale, peut-être que ça va moins les affecter, mais jusqu'au moment où un compétiteur de l'extérieur essaie de rentrer dans son marché puis a investi dans des processus beaucoup plus efficaces, donc peuvent livrer un produit à moindre coût, à meilleure qualité, plus rapidement. Puis là, ils vont disparaître, là. C'est là que... mais surtout, si c'est une entreprise qui veut croître, puis qui veut se rayonner à l'échelle canadienne, à l'échelle internationale, bien, il faut que ce soit des leaders dans ce qu'ils font, puis qu'ils soient à la fine pointe et utilisent tous ces leviers-là qu'ils ont pour démontrer que ce qu'on a ici, c'est des entrepreneurs qui savent prendre des risques, qui savent investir, puis qui savent développer des choses extraordinaires pour ultimement devenir des leaders à l'échelle internationale également, pas juste locale. Je vais revenir un peu à ce que vous faites aussi au quotidien. On vient de faire un petit détour par le macro qui est intéressant. Mais revenons dans le monde de l'homme d'affaires qui a parti une business from scratch. Il a monté ça à 5 millions BAYA, qui est déjà pas rien, hein, by the way. Là, c'est quand même le tissu entrepreneurial du Québec. C'est vraiment pas tout le monde qui sont là. Fait que déjà, déjà un super beau parcours. Maintenant, aimerait passer de 5 à 50. Là, sait pas comment s'y prendre. C'est quoi les premières questions que cette personne-là doit se poser avant de faire rentrer un DNA ou un joueur du marché? Donc, avant d'ouvrir finalement son actionnariat puis de faire de la place financière et opérationnelle. C'est quoi les premières questions, les premiers drapeaux rouges, si on veut, puis les premiers drapeaux verts aussi en même temps, là? Comme j'ai mentionné, je passe 80-90% de mon temps du côté des ressources humaines. C'est pas juste une question financière. Tout le monde est capable de développer un modèle financier qui va montrer qu'il va être rendu à 1 milliard de chiffre d'affaires avec une très grande rentabilité. Ça, c'est facile de faire des petites formules qui montrent ça. Un bon spreadsheet, là, ça va. Un bon spreadsheet, ça le fait facilement. Mais ça se fait pas tout seul. Ce qui permet de faire ça, c'est d'avoir la bonne équipe qui va nous permettre de bâtir l'organisation puis de l'amener au prochain niveau. Donc, la première chose à faire, si j'étais PDG d'une entreprise comme ça, c'est de dire, est-ce que j'ai l'équipe qui va me permettre de me rendre à ce niveau-là? Puis, qu'est-ce que j'ai besoin? Naturellement, il faut que tu regardes et tu te dises, bon, ben, c'est quoi le potentiel? Pourquoi est-ce que je pense que je peux amener un chiffre d'affaires de 25 millions à 100 millions?
Est-ce que c'est un secteur qui est porteur? La compétition est où? Est-ce que je dois prendre une expansion géographique ou dans mon secteur même, il y a de l'expansion? On va tout regarder le côté macro. Mais une fois que tu as compris, le potentiel est là, j'ai aucune raison, mon produit, il est compétitif, ben, c'est de dire, OK, parfait. Maintenant, as-tu l'équipe pour être capable de l'exécuter? As-tu les processus pour être capable de l'exécuter? C'est pas la même chose de gérer une entreprise qui a 25 millions de chiffre d'affaires puis une entreprise qui a 100 millions, qui a 250 millions de chiffre d'affaires. C'est là que c'est pour ça que les processus sont tellement importants. Tu sais, moi, une des premières choses qu'on va faire, on va y aller, on est des financiers quand même, mais on va regarder, développer un dashboard. Un dashboard avec des métriques clés de l'organisation. Ces métriques-là, ce n'est pas juste des métriques financières, ça va être des métriques opérationnelles pour être capable de tracker l'organisation. Puis ça, pour moi, là, sur une page, tu es capable d'avoir des métriques de ta business, tu es capable de voir qu'est-ce qui va vraiment driver. Puis, être capable de voir très rapidement si tu trouves avoir des embûches là, qui s'en viennent ou non, là, que tu as des métriques qui sont, en anglais, là, c'est leading puis lagging. Leading, problème s'en vient. Lagging, tu as eu le problème, voici le résultat. Donc, il faut que ça soit bien balancé. Mais c'est ça qui va te permettre justement de t'assurer de bien comprendre ce qu'il y en est. Donc, tu dois bien maîtriser tes chiffres. Tu dois bien maîtriser tes marges. C'est quoi les leviers que tu trouves à avoir. Donc, c'est clair que côté financier, il faut que ça soit bien structuré. Puis, c'est ça qui va... Pour moi, c'est un outil. C'est d'avoir les outils qui te permettent de bien savoir exactement ce qui se passe dans ton organisation. C'est l'outil qui va te permettre à toi et au reste de ton équipe de prendre les meilleures décisions. Tu n'y vas pas à l'aveuglette. Je pense que c'est non. Voici ce qui est démontré. Donc, être très analytique. Puis c'est là que, justement, encore une fois, l'intelligence artificielle rend tout ça tellement beaucoup plus simple. Si on est capable de feeder bien des données pour nous sortir des rapports, de l'information qui a été mâchée, et c'est incroyable l'information qu'on peut en sortir. Mais c'est avec l'information qu'on peut prendre des meilleures décisions. Exact. Puis que l'équipe va mieux comprendre, bon, mais c'est quoi l'impact de faire telle décision ou s'en aller de tel endroit. Donc, c'est ça qui est clé. Donc, pour l'entrepreneur, c'est s'assurer qu'ils ont accès à cette information-là, ils ont l'équipe et qui, par conséquent, sont capables de développer le plan de match. Puis une fois qu'ils ont ça, ils disent, bon, OK, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est clair, quel genre de partenaire qu'on a besoin. On est capable de le faire tout seul ou il faut rentrer un partenaire? Donc, pour nous, c'est clair qu'on préfère l'équipe de direction qui a déjà eu cette réflexion-là. Naturellement, on se rend compte que c'est plus difficile à trouver, mais on est là pour les accompagner. Puis on va leur démontrer que pour nous, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. On est cette valeur ajoutée-là. Puis on est là pour leur enlever un gros fardeau des épaules. Puis c'est-à-dire, écoute, là, disons que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils bâtissent leur entreprise tout seul. C'est-à-dire, écoute, là, tu n'es plus tout seul. Oui, tu vas avoir des défis. Oui, tu vas avoir des belles opportunités. Mais tes défis que tu étais tout seul, puis tu rentrais chez toi, puis tu te dis, my God, je ne serais pas sûr si je suis capable de faire la paye la semaine prochaine parce que j'ai un problème de cash flow ou quoi que ce soit. Puis tu es tout seul. Là, il dit, tu n'es plus tout seul. C'est pour ça que tu es allé chercher un partenaire. Ensemble, on va trouver une solution. Ensemble, on va passer à travers. Puis ensemble, on va réaliser le succès de ton organisation. Est-ce que tu trouves que l'ego des entrepreneurs souvent va être justement ce frein-là, aller chercher cette aide-là, ou de reconnaître que, écoute, on n'est pas tout puissant là, dans nos entreprises? Est-ce que tu sens ça ou... La réalité, c'est que dans certains cas, c'est bel et bien présent. Puis nous, de notre côté, naturellement, si l'ego est trop présent, puis la personne a la science infuse, puis ils n'ont pas besoin de partenaire, il n'y aura pas de fit. On va dire, va voir quelqu'un d'autre. Nous, on recherche celui qui a l'ouverture d'esprit.
celui qui reconnaît que d'avoir un bon partenaire, c'est important. Puis c'est ça qui va contribuer à son succès, au succès de l'organisation, puis au succès de tous ceux qui travaillent avec eux. Donc, on va être concentré là-dessus. Mais oui, tu as tout à fait raison. Il y en a qui n'en ont pas de besoin. Puis c'est correct. Puis, dans certains cas, il y en a soit qui, justement, ils vont aller chercher ce support-là autrement. Puis, on en a parlé plus tôt de certaines avenues. Puis ça fonctionne très bien pour eux autres, puis ils sont bien encadrés de ce côté-là. Il y en a d'autres qui vont sourcer, ils vont dire, bon, ben, je vais lire beaucoup, puis je vais aller chercher cette information-là. Ou d'autres, c'est plus ciné, puis ils vont avec le gut, puis on espère que le gut, ben, il a raison plus souvent qu'autrement. Qu'on verra bien. On n'a pas complété le dessin de DNA. C'est-à-dire, tantôt, tu nous as parlé de tous les investisseurs. Fait qu'il y avait le gouvernement à moitié, on a 2 banques, puis 60 hommes et femmes d'affaires qui veulent investir. Puis l'équipe interne, incluant toi, on t'a à la table. Parle-nous un peu de l'équipe interne de DNA, là, ceux justement qui vont s'asseoir dans les boardrooms avec vos filiales, puis prêter main forte là, à toutes les décisions puis les questions. Ben, nous, on a une petite équipe comme telle, qui est l'équipe interne. Donc, Daniel Lebrec est président du conseil. C'est lui du côté conseil. Donc, lui, c'est principalement la relation avec les investisseurs, puis trouver des différentes opportunités à travers son réseau. Il est excessivement bien branché, il a un très beau Rolodex qui est fantastique. Ensuite, autre partenaire dans le groupe, Giancarlo De Tomaso. Giancarlo, bien qu'il soit comptable de formation, très rapidement est allé du côté des opérations. Entre autres, une des premières sociétés dans laquelle il a été très impliqué, une société montréalaise qui s'appelait Luxury Retreats. Luxury Retreats, leur modèle d'affaires était de représenter des propriétaires de grosses villas à travers le monde et essentiellement de les louer. Puis ils ont bâti l'équipe. Giancarlo est rentré en tant que CFO. Très rapidement, un fondateur est venu le voir et a dit, écoute, j'ai des problèmes du côté marketing, peux-tu prendre ça sous ton aile? Puis lui, il regardait le propriétaire, le CEO, il dit, tu demandes à ton VP Finance de t'occuper du marketing. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la logique? Il dit, bon, je vais le regarder, je vais voir ce que je peux faire. Mais rapidement, il s'est rendu compte que c'était des chiffres, là. C'était une question d'économique. Il a tout restructuré le groupe. Puis eux, étant donné que c'était une question de louer ces villas-là, bien, très rapidement, ils ont travaillé beaucoup avec Google pour du Google Analytics, puis de point de vue de publicité sur les plateformes de Google dans l'engin de recherche comme tel. Puis, ils ont développé des algorithmes excessivement poussés, développés, qui ont permis d'avoir une croissance fulgurante à l'organisation. Donc, plus Giancarlo avait du succès au sein de l'organisation, bien, le président lui donnait plus de responsabilités. Il est devenu finalement CEO de l'organisation. Puis, en bout de ligne, bien, avec tout le succès que Luxury Retreats a eu, bien, ça a été vendu à Airbnb, qui était la suite logique jusqu'à un certain point. Et Luxury Retreats est devenu le très high-end d'Airbnb. Donc, ça s'est passé de Airbnb, un matelas gonflable dans le salon, à tu loues une villa qui vaut 20-50 millions dans les endroits les plus paradisiaques. Que pour lui, c'était un parcours fantastique. Il a travaillé ensuite dans une autre startup qui s'appelle Tractic. Il était CEO, il a scalé cette business-là. Puis, ça a été vendu. Donc, il y a eu un deuxième exit. Ensuite, il a travaillé en tant que CFO du Family Office du fondateur de Luxury Retreats. Et ensemble, ils ont déployé dans plus d'une centaine de transactions le capital du Family Office, que c'était très transactionnel, puis adoré ça, ce côté-là. Mais là, tu es rendu à un stade où est-ce que c'était plus... il y avait moins de transactions, le capital était là, puis là, il voulait
s'en aller plus du côté de l'investissement. Au départ, étant donné si on regarde le genre de situation dans laquelle il était impliqué, c'était plus du capital de risque. C'est-à-dire, bon, est-ce que je vais être impliqué du côté du capital de risque, chose qu'il avait explorée. Puis, c'est comme rendu compte, comme il aime bien dire, il dit, écoute, là, je t'ai rendu saturé de rencontrer le prochain entrepreneur qui était le prochain Elon Musk, qui était, il avait la meilleure idée au monde, mais il fallait tout bâtir. Il dit, là, j'étais épuisé. Là. Je n'avais bâti 2 business. Là, je recherchais plus une business établie, puis comment la scaler, l'amener au prochain niveau. C'est là qu'il s'est joint justement au groupe. Donc, ça, c'est Giancarlo, que lui travaille beaucoup avec nos entrepreneurs. Puis justement, c'est son parcours avec ses expériences, bâtir des équipes de vente, bâtir des systèmes que les entrepreneurs apprécient énormément. Parce que justement, c'est pas, comme je dis, c'est un comptable, mais c'est un entrepreneur aussi au sens pur, que la chimie, la connexion se fait facilement de ce côté-là. Mais ensuite, on se trouve à avoir Marc-Alexandre Cormier. Marc-Alexandre, lui, travaillé c'est un avocat, pas un avocat, un comptable, et travaillé du côté des groupes de restructuration au sein des grands cabinets comptables. Donc, lui, il y a le côté transactionnel. C'était le premier employé étant engagé après les 2 fondateurs comme tel. Puis, mais ça, c'est lorsque le groupe avait plus un objectif de travailler avec des compagnies plus en difficulté. Mais de son côté, lui a vu plusieurs exemples d'entrepreneurs qui ont eu des difficultés. Que lui, ce qui est fantastique, c'est que ça l'a formé à un jeune âge de comprendre quels sont les facteurs qui vont engendrer plus des difficultés financières ou qui peut amener une société sur ce chemin-là. Mm-hmm. Puis, qu'il y a un œil très critique. Puis, il est tout à fait fantastique. Justement, il travaille super bien avec nos entrepreneurs également. Que je travaille étroitement avec lui côté transactionnel, puis ensuite en différentes sociétés en portefeuille. Également très apprécié de nos sociétés. Ensuite, le reste de notre équipe, on a un analyste, Alexandre Pelletier, qui lui est plus junior, puis il nous supporte l'équipe. Donc ça, c'est l'équipe immédiate. J'ai fait part, on a également 7 différents aviseurs. Puis certains fonds, eux vont avoir, si on peut dire, des aviseurs, mais c'est des aviseurs en nom, juste tu mets leur nom sur ton site web, là, puis ils sont là, puis c'est beau, ça paraît bien, mais ils ne sont pas impliqués. Nous, c'est 7 aviseurs qui ont cru au projet de Daniel originalement, qui, lorsqu'il est allé les voir, a dit, écoutez, moi, je veux partir à un fonds là, pour s'assurer qu'on supporte nos entrepreneurs. Puis on est là pour eux autres. Puis ces 7 aviseurs-là sont encore les 7, après 3 ans, les 7 sont là, sont investis personnellement avec leur capital dans le fonds, donc ils y croient. Puis on travaille étroitement avec eux autres, tout dépendant de différents dossiers. Certains d'entre eux vont siéger sur les conseils d'administration de nos sociétés en portefeuille. Puis on va toujours chercher là, comme tel. Donc, comme je disais, c'est différents gestionnaires dans différents secteurs, que ce soit un Gérard Geoffrion, qui était l'ancien PDG de Vanout, maintenant à la retraite, mais qui siège sur différents conseils d'administration. Un Luc Sabatini, qui était du côté de Bell Media, Astral Media, ensuite a racheté Bixi, a vendu Bixi à Lyft comme tel. Grand succès comme tel. Un Marc-André Aubé. Marc-André est présentement le PDG de Walter Surface Technologies, qui est détenu par un autre fonds d'investissement, qui est passionné, qui a toujours plein d'idées. Avant ça, il était chez Garda, qui a aidé Crétier à bâtir sa business. Que c'est du monde passionné. On se trouve à avoir une Marie-Pierre Saint-Hilaire qui est basée à Québec. Marie-Pierre, elle, le groupe Agenda, transformation numérique, côté conseil également, super belle business. On se trouve à avoir un Martin Leblanc du côté des sciences de la vie qui a bâti une business qui a revendu, je pense, 5 fois, puis il est toujours revenu, puis il s'apprête à la vendre une 6e fois, un différent fonds. Un Yves Leduc qui, lui, Yves était chez BRP, était chez Vélan.
stratégique. C'était fantastique d'avoir Yves. Puis une Anna Martini qui, elle, aujourd'hui PDG de Psycho Bunny, était chez Groupe Dynamite, était groupe des Canadiens. Donc, tout du monde passionné qui sont des entrepreneurs également, qui sont là pour nous supporter. Sont là pour supporter nos entrepreneurs. Puis c'est ça la dynamique qui est vraiment le fun. Wow! Super belle longue réponse à ma question sur l'équipe. Une belle équipe de passionnés avec plein de parcours différents aussi qui amènent évidemment, on entend un peu le parcours plus dans la distribution comme exemple, le numérique, en tout cas dans tous ceux que tu as nommés. Pas mal intéressant. Jean-Marc, le temps file. On a le temps pour une dernière question. Si on dit meilleur humain, meilleur monde, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Bien, comme je disais plus tôt, pour nous, l'humain, c'est la première considération. On n'est pas juste des financiers. C'est l'humain qui fait toute la différence. Puis l'humain, c'est lui qui va dicter, justement, tu parles de meilleur monde, bien, notre planète, il faut y faire attention. Il faut faire attention, les gens autour de nous, à les décisions qu'on prend, à la façon qu'on fait évoluer nos organisations. Bien, ça a un impact social. Donc, comme je disais, nous, notre objectif, c'est l'humain, c'est supporter nos entrepreneurs, c'est s'assurer qu'on les supporte avec les ressources financières, les bons conseils pour permettre à l'organisation de prendre de l'expansion. C'est clair qu'également, lorsqu'on regarde les différents investissements possibles, bien, on va s'assurer que ça soit dans des secteurs qui sont porteurs, qui nous sont chers. Donc, pour nous, c'est à la base de tout. Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Moi, ce que je retiens beaucoup, bien évidemment, je ne peux pas passer à côté de nommer le mot processus. Je pense que ça, si on n'a pas au moins retenu ça, on a vraiment été endormi durant le podcast. Si on n'a pas retenu le mot humain également, on a manqué vraiment une bonne composante. Pour avoir rencontré pratiquement tous tes associés dans les sociétés de portefeuille, je peux dire qu'en sourdine, ils disent exactement ça de vous et de toi. Que c'est vraiment, c'est pas le mot capital qui est important, c'est le mot partenaire, puis que vous continuez au quotidien à livrer cette promesse-là. Merci d'avoir entrepris de soutenir tout le tissu entrepreneurial québécois et on vous souhaite vraiment que ça continue, que quand on se reverra, il y en ait 12, 15, 20, puis qu'il y ait des histoires à succès qui en découlent. Merci vraiment, Jean-Marc. Normand? Écoute, comme de fait, Tristan m'a volé quelques-uns de mes mots-clés, mais celui que j'aimerais rajouter, c'est communication. Puis là, je pense que le très bien dit ou exprimé, l'entrepreneur ne peut pas garder pour lui ou pour elle les trucs qui l'habitent, les trucs qui viennent la chercher, les trucs qui pourraient être une opportunité incroyable d'amener l'entreprise ailleurs ou juste de se questionner. Donc, d'exprimer ça, de communiquer avec des gens, d'aller chercher un réseau. Tu nous l'as très bien démontré. Merci beaucoup. Puis beaucoup de succès pour la suite de vos investissements. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir.